Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire des rendez-vous experts moniteurs juristes consacré aujourd'hui à l'actualité du droit de l'urbanisme. Il est réalisé en partenariat avec la revue Opérations immobilières et le cabinet Racine, représenté par Anthony Bichelon, qui a analysé pour vous l'actualité législative et jurisprudentielle de ces 3 derniers mois. Anthony Bichelon, avocat donc au barreau de Lyon et associé au sein du cabinet Racine, est spécialisé en droit de l'urbanisme, de l'environnement et de l'immobilier. Son intervention durera 40 à 45 minutes et ensuite il prendra le temps de répondre à vos questions que vous pourrez lui poser tout au long de la conférence, comme indiqué sur la présentation qui s'affiche sur vos écrans. Voilà. Je lui laisse maintenant la parole et vous souhaite à tous un excellent webinaire. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'actualité de l'urbanisme réalisée par le Moniteur en partenariat avec le cabinet Racine, dont je suis associé. On va voir durant la présente demi-heure l'actualité du droit de l'urbanisme, mais aussi du droit de l'environnement de ces 3 derniers mois. Encore une fois, c'est une actualité riche. Pour rentrer dans la demi-heure qui nous est impartie, j'ai sélectionné, on va dire, les décrets et jurisprudences que je trouve les plus importantes pour vos fonctions. Et on va regarder ensemble quels impacts cette actualité va avoir sur votre vie professionnelle. On va commencer avec les derniers décrets que je trouve intéressants, à savoir le décret du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués. Vous savez que le droit de l'environnement en France poursuit notamment dans l'un de ses volets une volonté en fait d'identification déjà des sols pollués et une volonté de dépollution de ces sols en fonction des différents usages auxquels on va destiner le sol. À savoir que si effectivement l'usage futur est un usage industriel, le niveau de dépollution qui va être exigé sera différent de si l'usage futur est un usage agricole ou un usage à destination d'habitation. Vous avez ainsi un premier article, qui est un article issu du Code de l'environnement, l'article L556-1, qui vous rappelle que lorsqu'un terrain accueille une installation classée pour la protection de l'environnement, lorsque cette installation classée va être mise à l'arrêt, il y a une obligation pour l'exploitant de dépolluer, de remettre en état le sol et de remettre le sol en l'état de façon à permettre l'exercice sans risque d'un usage similaire sur le dit terrain. Donc le niveau de dépollution sera quantifié au regard d'un usage futur qui sera similaire à l'usage précédent. En revanche, cet article L556-1 nous disait que lorsqu'un usage différent devait être envisagé, il appartenait alors à la personne qui a l'initiative de ce changement d'usage de prévoir des mesures de dépollution complémentaires pour permettre une activité et un usage du sol sans risque. De la même façon, lorsqu'on a un sol qui fait l'objet d'une identification sol pollué, là encore, on nous dit que la personne qui souhaite exercer une activité sur le terrain doit prévoir des mesures de gestion de la pollution au regard de l'usage futur du terrain. Et jusqu'à présent, en fait, on ne disposait pas de définition de l'usage au sens du droit de l'environnement, de telle sorte qu'on pouvait parfois avoir des litiges sur l'usage futur, à savoir est-ce que cet usage futur était similaire à l'usage antérieur ou pas, puisque ça avait un impact important sur le niveau de dépollution qu'on allait mettre en œuvre. Et ce décret de 2022, du 19 décembre 2022, est venu créer et lister 8 usages de sol différents. Donc nécessairement, l'activité que vous allez réaliser sur votre terrain devra rentrer dans l'une de ces 8 usages, et c'est par rapport à cette liste que vous allez déterminer si oui ou non vous aurez besoin
de faire un changement d'usage qui nécessite de prévoir des mesures de dépollution complémentaires. Cette liste est très importante puisqu'elle va avoir également des incidences au regard du droit de l'urbanisme. Gardez bien en tête que si vous avez un permis de construire qui est déposé sur un terrain qui a accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement, si ce permis de construire conduit à un nouvel usage du site par rapport à l'usage antérieur, qui est un usage souvent industriel, puisqu'il accueille une ICPE, vous devrez prévoir des mesures de dépollution complémentaires et ça devra être justifié dans le permis de construire par une pièce une attestation réalisée par un bureau d'études certifiant que tout sera mis en œuvre pour permettre une dépollution du sol compatible avec l'usage futur. Ces pièces, c'est les pièces PC16-5 et PC16-6. Donc vous avez ce décret va avoir deux utilisations. Une au regard du droit de l'environnement. Gardez bien en tête qu'au regard du droit de l'environnement, si vous changez l'usage d'un site qui a accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement ou qui fait l'objet d'une identification comme étant un site pollué, vous devrez mettre en œuvre des mesures de dépollution. Et par ailleurs, au niveau du droit de l'urbanisme, tout site qui a accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement qui va faire l'objet d'un changement d'usage, il y aura une pièce complémentaire dans votre permis de construire qui permettra au maître d'ouvrage de justifier auprès du service instructeur que des mesures de dépollution complémentaires vont être mises en œuvre. Donc voilà pour ce premier décret du 19 décembre 2022. Autre décret qui est, je pense, important, notamment pour les services instructeurs, c'est le décret du 23 décembre 2022 relatif aux dérogations aux règles du PLU accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation. Vous pouvez effectivement aujourd'hui prévoir des dispositifs de végétalisation aussi bien en façade qu'en toiture sur vos ouvrages. Mais souvent, ces installations allaient se heurter aux règles du PLU qui pouvaient interdire en fait ce type de dispositif en façade ou ce n'était pas très incitatif parce que si vous mettiez en œuvre un dispositif de végétalisation en toiture, vous alliez perdre des mètres de hauteur et ça n'incitait pas un promoteur éventuellement à installer ce type de dispositif. Ce décret d'application du 23 décembre 2022 vient préciser que la mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation peut être autorisée par le maire dans la limite d'un dépassement d'1 mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le PLU. Autrement dit, le maire peut accorder 1 mètre de hauteur supplémentaire par rapport à ce que le PLU permet pour l'installation d'un dispositif de végétalisation en toiture. De la même façon, le décret prévoit expressément qu'on peut déroger aux dispositions du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions pour l'installation notamment d'un dispositif de végétalisation en façade ou en toiture. Donc gardez bien en tête, ces règles sont d'application immédiate, c'est-à-dire que aujourd'hui, le maire, s'il le souhaite, peut déroger aux règles du PLU dans la limite de 1 mètre pour les règles de hauteur et peut déroger aux règles relatives à l'aspect extérieur pour permettre l'installation de tels dispositifs. Voilà pour l'actualité réglementaire. On va maintenant passer à l'actualité jurisprudentielle et aux décisions de justice qui ont été rendues ces derniers mois. Et on va prendre de suite un arrêt extrêmement important rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil d'État. C'est un arrêt qu'il faut bien appréhender, notamment par les services instructeurs, puisqu'il met fin à une pratique qui pouvait être courante, des demandes abusives de pièces complémentaires. On a tous, que l'on soit côté service instructeur ou côté promoteur, on a tous vu ces demandes abusives, à savoir, c'est des demandes de pièces qui sont faites par les services instructeurs, soit pour gagner du temps, soit pour avoir des informations ou des pièces qui ne sont pourtant pas exigées par le Code de l'urbanisme. À savoir que le service instructeur ne peut pas demander
une pièce qui n'est pas listée par le Code de l'urbanisme comme étant une pièce du permis de construire. Donc, avant cette décision du Conseil d'État, on considérait effectivement que si un service instructeur vous faisait une demande de pièce, quand bien même cette demande de pièce était illégale, si vous n'y répondiez pas dans le délai de 3 mois, l'absence de notification de ces pièces complémentaires faisait naître une décision tacite de rejet de votre demande de permis de construire. Ce qui fait que lorsqu'on avait des pétitionnaires qui se présentaient à un cabinet d'avocats pour râler sur les demandes de pièces complémentaires, on leur disait, vous n'avez pas d'autre choix que de, dans un premier temps, contester la demande de pièces complémentaires devant le juge administratif, et dans un deuxième temps, contester la décision implicite de rejet de votre demande de permis de construire qui naissait 3 mois après la réception en fait, de la demande de pièces complémentaires, ce qui était effectivement extrêmement compliqué. On partait sur des délais, un contentieux long devant les juridictions administratives, une juridiction administrative qui allait apprécier à la fois la légalité de la demande de pièces complémentaires et à la fois la légalité du coup de la décision tacite de rejet. Et on partait sur 18 à 24 mois de contentieux. La décision du Conseil d'État, elle est révolutionnaire dans le sens où le Conseil d'État vient nous dire que si une demande de pièces complémentaires est illégale, le délai d'instruction du permis de construire ne sera ni interrompu, ni modifié par la demande. Autrement dit, votre délai d'instruction de droit commun, on va dire, pour un permis de construire, c'est un délai de 3 mois. Si la demande de pièces complémentaires est jugée illégale, le juge aujourd'hui considérera qu'à l'expiration du délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire est né un permis de construire. Donc, vous devez être extrêmement vigilant, vous, aujourd'hui, quand vous êtes du côté des services instructeurs, à ce que vos demandes de pièces complémentaires, aujourd'hui, soient jugées légales. Donc, vous devez vérifier, effectivement, que, les pièces que vous demandez soient bien des pièces dont vous pouvez demander la communication, et de deux, que les compléments que vous pouvez demander sur des pièces soient des compléments qui vous permettent effectivement, qui soient justifiés pour l'instruction de la demande de permis de construire. À défaut, on considérera que, passé le délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire, un permis de construire tacite est né. Côté promoteur, vous pouvez vous amuser à regarder toutes les demandes de pièces complémentaires que vous avez reçues il y a moins de 2 mois, et si celles-ci sont illégales, les contester pour considérer que, passé le délai de 3 mois, un permis de construire tacite est né. C'est un revirement jurisprudentiel qui était attendu. Pourquoi? Parce qu'on avait effectivement, depuis 2019, une modification de l'article R423-41 du Code de l'urbanisme qui nous dit bien que toute demande de pièces complémentaires qui est faite après le délai d'1 mois ou qui ne porte pas sur l'une des pièces énumérées par le présent Code de l'urbanisme n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction. Donc finalement, le Conseil d'État n'a fait que reprendre les dispositions de ce nouvel article R423-41. Autre actualité jurisprudentielle, toujours du 9 décembre 2022. Vous savez, pour les habitués de ce webinaire, qu'on a énormément vu ces derniers mois de jurisprudence portant sur la réglementation espèces protégées, parce que c'est une réglementation qui prend une nouvelle tournure ces derniers mois et qui est appliquée de plus en plus strictement par les juridictions administratives. Donc, pour rappel, le principe de la réglementation espèces protégées, c'est que l'on ne peut pas détruire ou perturber les lieux de reproduction ou de vie des espèces protégées. Il y a des dérogations qui peuvent être accordées par le préfet à cette interdiction de principe, et pour pouvoir obtenir une dérogation, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies, à savoir 3 conditions. La première, c'est
une absence de solution alternative satisfaisante. La deuxième, c'est que le projet ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées. Et la troisième, c'est de pouvoir justifier que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. La question que tous les maîtres d'ouvrage et les juridictions également administratives des premiers degrés de juridiction, donc tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les questions qu'elles se posaient, c'était de savoir si à partir du moment où il y avait un seul spécimen d'une espèce protégée qui était identifié dans le périmètre du projet, est-ce que nécessairement on tombait sous le régime de cette loi et est-ce qu'il fallait alors demander une dérogation au préfet? Étant précisé, c'est ce que l'on a vu tous ces derniers mois durant cette formation, étant précisé que les dérogations sont de moins en moins données par les préfets et que lorsqu'elles sont délivrées, ces dérogations sont bien souvent annulées par les juridictions administratives lorsqu'elles sont contestées. On est sur un taux d'annulation d'environ compris entre 60 et 70%. C'est-à-dire qu'on peut considérer que 2 dérogations sur 3 délivrées par les préfectures sont annulées aujourd'hui par les tribunaux administratifs. Donc la question de savoir si on est soumis au régime à la réglementation sur les espèces protégées dès lors qu'on dénombre un spécimen d'une espèce protégée sur son terrain, c'est une question extrêmement importante, puisque aujourd'hui, si cette loi trouve une application stricte, bon nombre de projets vont péricliter. Et donc là, on a une analyse très intéressante du Conseil d'État qui nous est apportée. Le Conseil d'État nous dit « Le pétitionnaire doit effectivement obtenir une dérogation espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. » Donc, il faut démontrer un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées pour tomber sous le coup de la réglementation et devoir demander une dérogation auprès de la préfecture. Donc, comment faire pour que le risque, finalement, ne soit pas suffisamment caractérisé? Eh bien, c'est ce que nous dit le Conseil d'État dans cette décision de justice. Il nous dit que les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Autrement dit, si le maître d'ouvrage arrive à démontrer que grâce à des mesures d'évitement ou des mesures de réduction des atteintes, le risque est tellement diminué qu'il n'y a finalement plus une atteinte caractérisée aux espèces protégées, dans ce cas-là, on peut considérer qu'il n'y a pas besoin de demander une dérogation. Et le Conseil d'État de rajouter que les mesures d'évitement et de réduction qui vont être proposées doivent l'être sous le contrôle de l'administration, qui va vérifier des garanties d'effectivité sur ces mesures pour s'assurer en fait que le risque soit tellement diminué qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé. Donc, il y aura un travail collaboratif entre maître d'ouvrage et administration pour proposer des mesures d'évitement et de réduction du risque sur les espèces protégées. On va voir justement un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 2022 et qui est la première décision de justice qui fait application de la nouvelle décision du Conseil d'État. Dans cette décision, vous avez un maître d'ouvrage qui réalise un parc éolien. On sait que les éoliennes sur le secteur où elles sont installées sont susceptibles de porter atteinte à 2 types d'espèces protégées, à savoir des chauves-souris et des oiseaux. Donc le risque est identifié. Est-ce qu'il est suffisamment caractérisé pour nécessiter d'obtenir une dérogation? C'est la question que va se poser la Cour administrative d'appel de Lyon dans cet arrêt, étant précisé que le maître d'ouvrage, lui, avait considéré qu'il n'avait pas besoin de demander une dérogation.
Comment va-t-il se défendre, le maître d'ouvrage, pour considérer que le risque sur les espèces protégées n'était pas suffisamment caractérisé? Eh bien, il va justifier de mesures d'évitement et de réduction. À savoir que pour les oiseaux, il a mis en place, c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran, un dispositif de bridage dynamique ProBird pour assurer l'effarouchement sonore des oiseaux et dévier ainsi leur trajectoire de vol en dehors de la zone de survol des pales. Donc, il s'est assuré effectivement que les oiseaux soient effarouchés pour ne pas s'approcher des éoliennes. Concernant les chauves-souris, il est précisé que le maître d'ouvrage a prévu l'arrêt des aérogénérateurs aux périodes d'activité de ces animaux, avec un dispositif d'asservissement couvrant plus de 80% de leur population. Donc, au regard de ces deux mesures de réduction et d'évitement, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré que le risque que le projet comporte pour ces animaux protégés ne pouvait désormais plus être regardé comme suffisamment caractérisé. Et malgré l'absence de dérogation espèces protégées, aucune violation du régime de protection n'est constatée. Conclusion, dès lors que vous identifiez sur l'emprise d'un projet la présence d'une espèce protégée, il n'est pas nécessaire, dans tous les cas, de solliciter une dérogation auprès de la préfecture. En revanche, il est nécessaire pour le maître d'ouvrage de travailler des mesures d'évitement et de réduction des risques afin de pouvoir justifier d'avoir tout mis en œuvre pour faire en sorte que le risque ne soit pas caractérisé. On peut donc considérer dans cette affaire que si demain on a une association de défense de l'environnement qui constate qu'on a au pied des éoliennes des oiseaux ou des chauves-souris et des corps d'oiseaux ou de chauves-souris qui sont dispersés tout autour des installations, ce ne sera pas nécessairement une violation ou une méconnaissance de la réglementation environnementale si le maître d'ouvrage est en mesure de justifier qu'il a mis en œuvre des mesures d'évitement et de réduction de telle sorte qu'il n'y avait pas de risque caractérisé ou d'atteinte caractérisée aux espèces protégées. Donc c'est un éclairage extrêmement intéressant que le Conseil d'État nous a apporté dans son arrêt du 9 décembre 2022, mise en œuvre pour la première fois par la Cour administrative d'appel de Lyon une semaine plus tard. Toujours sur cette notion d'espèces protégées, on a également eu une précision intéressante qui nous a été apportée par le Conseil d'État le 28 décembre 2022. Je reprends, donc doivent apparaître à l'écran les principes de cette réglementation. Donc, je le rappelle, dès lors qu'on a un projet qui porte atteinte au lieu de vie ou au lieu de reproduction des espèces protégées, le principe, c'est que rien ne peut se faire. Sauf si on obtient une dérogation du préfet. Pour obtenir une dérogation du préfet, on doit répondre à 3 conditions. La première, absence de solution alternative satisfaisante. Deuxième, le projet ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées. Et enfin, il faut justifier d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Jusqu'à présent, on ne savait pas précisément ce que nous devions entendre par la notion d'état de conservation favorable que l'on retrouve dans la deuxième condition qui est listée sur l'écran qui apparaît devant vous. Et c'est dans cet arrêt du 28 décembre 2022 que le Conseil d'État vient nous dire ce que l'on doit entendre par la notion d'état de conservation des espèces concernées. Et le Conseil d'État de préciser que l'administration et les juridictions administratives devront faire un contrôle en 2 temps. Dans un premier temps, il faut que l'administration et le juge vérifient quel est l'état de conservation des populations des espèces concernées. Donc, c'est le nombre de spécimens, on va dire, présents, potentiellement impactés par le projet. Et dans un deuxième temps, il va falloir qu'elle vérifie les impacts géographiques et démographiques du projet sur les espèces concernées. Ça, c'est le contrôle
qui devrait être opéré par l'administration et par le juge pour vérifier que cette deuxième condition pour obtenir la dérogation est bien respectée. 1. Quel est l'état de conservation d'espèces protégées sur le site? 2. Quel est l'impact géographique et démographique du projet? Et ce n'est qu'au regard de ces deux éléments que le préfet délivrera la dérogation s'il estime que le projet ne porte pas atteinte à l'état de conservation des espèces concernées. Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'État a validé le raisonnement de la Cour administrative d'appel qui était en litige, et le Conseil d'État a effectivement confirmé qu'en fait, le dossier qui avait été monté par le pétitionnaire pour demander une dérogation ne permettait pas de savoir quel était l'état de conservation de l'espèce protégée avant projet et quel était l'impact du projet sur l'état de conservation de la dite espèce. Donc, c'est à bon droit pour le Conseil d'État que les juridictions administratives ont annulé la dérogation qui avait été délivrée par le préfet. Donc, voilà des jurisprudences intéressantes en matière d'espèces protégées. Donc, tout maître d'ouvrage aujourd'hui qui veut réaliser un projet a l'obligation de vérifier que son projet n'est pas réalisé sur un lieu de vie de reproduction d'une espèce protégée. Et si c'est le cas, avant de solliciter une dérogation auprès de la préfecture qu'il aura de fortes chances de ne pas obtenir ou de voir annuler, c'est de mettre en œuvre des mesures d'évitement et de réduction pour faire en sorte qu'on considère qu'il n'y a pas de risque caractérisé sur l'espèce protégée. Là encore, vous pouvez vous faire aider de bureaux d'études spécialisés dans l'environnement et dans les espèces protégées pour déterminer les mesures d'évitement et de réduction que vous pouvez que vous pouvez mettre en œuvre. Non, je le répète, mais soyez extrêmement vigilants dans le montage de vos dossiers. Ce n'est pas parce que vous êtes autorisé au regard du droit de l'urbanisme à construire. Vous pouvez parfaitement avoir un permis de construire parce que vous respectez toute la réglementation au niveau de l'urbanisme, que votre projet pourra être réalisé. Et les espèces protégées sont un exemple parfait. Si sur votre site ou sur lequel vous avez obtenu un permis, il y a une espèce protégée, que l'on considère que l'atteinte à l'espèce protégée est caractérisée et que le préfet refuse de vous délivrer une dérogation, vous ne pourrez pas réaliser votre projet. Pourtant, vous aurez eu un permis de construire parce qu'au niveau du droit de l'urbanisme, vous étiez en règle. Donc, soyez vigilants, en tout cas, sur cette problématique espèce protégée qui, au regard de l'état d'esprit actuel, est une réglementation qui fait l'objet d'un contrôle plus poussé qu'auparavant. Autre décision de justice, ce n'est pas la décision la plus importante du webinaire, mais c'est un rappel que je souhaitais faire avec vous parce que beaucoup de personnes ne le savent pas encore. C'est sur la connexion entre l'autorisation de lotir et le permis de construire. Vous savez qu'un lotissement, c'est une opération de division foncière en vue de créer au moins un lot à bâtir. Lorsque l'on est dans le cadre d'un lotissement, il faut soit un permis d'aménager, soit une déclaration préalable. Mais dans les deux cas, permis d'aménager ou déclaration préalable, on tombe sous le régime du lotissement. Ce régime du lotissement et cette première autorisation de lotir, permis d'aménager ou DP, ne vous autorise qu'à diviser. Elle n'autorise pas à construire. Donc, il faudra pour l'acquéreur du lot qu'il dépose par la suite un permis de construire pour pouvoir édifier la construction sur le lot nouvellement créé par le lotissement. Si, lorsqu'il y a un contentieux sur le permis de construire, on a souvent des requérants qui contestent la légalité du permis de construire au motif que l'autorisation de lotir est illégale. Le juge administratif et notamment le Conseil d'État dans sa décision du 22 décembre 2022 nous dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans le cadre du contentieux contre le permis de construire, soulever l'illégalité de l'autorisation de lotir pour obtenir l'annulation du permis de construire. C'est deux décisions indépendantes. Le Conseil d'État et les juridictions administratives considèrent que le permis de construire n'a pas été pris pour l'application du lotissement
et il considère qu'il n'est pas non plus que l'autorisation de lotir ne constitue pas la base légale du permis de construire. Donc, on ne peut pas soulever l'illégalité de l'autorisation de lotir pour obtenir l'annulation du permis de construire. Si on considère que l'autorisation de lotir est illégale, il faut la contester directement dans un délai de 2 mois à compter de son affichage. Si on considère que le permis de construire est illégal, il faut le contester dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage du permis de construire sur le terrain. Donc, quelqu'un qui voudrait contester la totalité du projet a tout intérêt à contester les 2 autorisations. Au stade du permis de construire, ce sera trop tard pour contester la légalité de l'autorisation de lotir. Voilà pour le petit rappel. Autre décision de justice intéressante et qui permet de faire un point ensemble sur le contentieux des refus d'autorisation d'urbanisme, qui est quelque chose de plus en plus fréquent. Donc, vous savez que aujourd'hui et depuis juin 2022, dans les zones tendues, le contentieux des refus de permis de construire ne peut plus faire l'objet d'appel. Autrement dit, c'est jugé en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs, dans un délai de 10-12 mois, 10 mois imposés par la loi. Dans la pratique, on constate en fait que les refus de permis sont jugés plutôt dans un délai de 12 mois par les juridictions administratives. Donc, premier rappel sur le contentieux des refus de permis, c'est que si vous contestez un refus de permis depuis juin 2022, la durée du contentieux devant le tribunal administratif sera d'environ 12 mois. Donc, c'est extrêmement rapide. Et surtout, les parties ne pourront plus faire appel du jugement. Elles pourront simplement se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, ce qui est suffisamment rare. Ça, c'est le premier point que je voulais vous rappeler. Le deuxième point, c'est que dans l'hypothèse où le refus serait annulé par le tribunal, il appartient, si le tribunal n'a pas enjoint au maire de délivrer le permis, s'il n'y a pas d'injonction, il appartient au pétitionnaire de confirmer sa demande dans un délai de 6 mois auprès de la mairie. Donc, dans un délai de 6 mois à compter du jugement qui annule le refus, le pétitionnaire doit envoyer un courrier au maire pour lui dire « Je confirme ma demande de permis de construire que vous aviez refusée et qui a été annulée devant le tribunal ». Le maire va devoir donc réinstruire la demande. Depuis les lois Macron, il ne pourra plus opposer de nouveaux moyens, de nouveaux motifs de refus. Donc, il est quasiment contraint de délivrer finalement le permis de construire. Et se pose également une question qui est celle de si, durant le contentieux qu'il y a eu contre le refus, si les documents d'urbanisme ont été modifiés. Est-ce que le maire peut nous opposer le nouveau document d'urbanisme à notre nouvelle demande de permis de construire? La réponse est non, et c'est prévu par l'article L600-2 du Code de l'urbanisme qui nous dit que s'il y a une annulation de refus de permis, la demande de permis, la réinstruction de la demande de permis de construire devra se faire au regard des règles d'urbanisme en vigueur au jour du refus annulé. La précision que nous apporte le Conseil d'État dans sa décision du 14 décembre 2022, c'est que le bénéfice de cette règle, à savoir la cristallisation du PLU au jour du refus, ne fonctionne que si le pétitionnaire ne modifie pas, ou alors à la marge, son projet. En l'occurrence, là, on avait un pétitionnaire qui avait eu un refus, qui avait contesté le refus, qui avait gagné devant le tribunal. Il avait demandé au maire de bien vouloir réinstruire sa demande, mais en modifiant la demande de façon conséquente. Le Conseil d'État lui a dit, compte tenu des modifications importantes que vous avez apportées à votre projet, vous ne pouvez pas bénéficier de la règle de la cristallisation. Conséquence, si vous obtenez l'annulation d'un refus de permis de construire, vous pourrez bénéficier du dispositif de cristallisation des règles d'urbanisme que si vous ne modifiez pas ou peu votre projet. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, j'y répondrai après. Donc tout a été fait, vous voyez les dernières règles en matière
de contentieux du refus de permis, tout est fait pour que ce contentieux soit le plus court possible et le plus efficace possible pour permettre au projet de construction de logements en zone tendue de sortir, même si le maire fait un peu d'obstruction. On va aller là encore sur des dispositions, des précisions qui nous ont été apportées par le Conseil d'État le 22 décembre 2022 concernant les pouvoirs de police du maire. On est sur des précisions que les juridictions administratives apportent aux dispositions de l'article L481-1 du Code de l'urbanisme qui ont été modifiées par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019. Qu'est-ce que cette loi apporte? Elle étend considérablement les pouvoirs de police du maire en matière d'urbanisme, puisque cette loi nous dit que si le maire constate sur son territoire qu'une personne a réalisé des travaux en méconnaissant la réglementation d'urbanisme, soit parce qu'il n'a pas obtenu d'autorisation d'urbanisme alors qu'il en fallait, soit parce qu'il a méconnu les règles du PLU, alors le maire doit dresser un procès-verbal de constat d'infraction. Une fois que le procès-verbal d'infraction est dressé, avant, le maire devait se contenter d'envoyer ce procès-verbal au procureur de la République pour que le procureur de la République défère éventuellement l'auteur des faits devant les juridictions pénales en vue de sa condamnation. Grâce à cette loi du 27 décembre 2019, les pouvoirs du maire ont été étendus et dorénavant, lorsque le maire constate une infraction après avoir dressé un procès-verbal, il doit toujours communiquer ce procès-verbal au procureur de la République, mais maintenant il peut mettre en demeure l'intéressé après avoir recueilli ses observations de faire cesser l'infraction. Comment fait-on cesser une infraction? Il y a deux possibilités. Soit on la régularise en déposant une autorisation d'urbanisme qui vient laver l'infraction, soit on démolit ce qui a été réalisé. Et c'est sur ce point-là que les juridictions administratives sont questionnées dans cette décision de justice, à savoir, est-ce que le maire peut aujourd'hui, dans le cadre de sa mise en demeure, dire clairement à un administré, vous êtes mis en demeure de démolir? La réponse apportée par le Conseil d'État est très claire, c'est oui. Depuis la loi du 27 décembre 2019, si le maire a fait constater une infraction et s'il considère que cette infraction n'est pas régularisable par le dépôt d'une autorisation d'urbanisme, alors il peut mettre en demeure l'administré de démolir la construction litigieuse, si besoin, avec astreinte. Et le montant de l'astreinte peut s'élever jusqu'à 500 € par jour de retard, ce qui est énorme. Donc on a totalement renversé on va dire ce contentieux des infractions, puisqu'aujourd'hui le maire peut très facilement prendre une mise en demeure, et si l'administré considère que cette mise en demeure est illégale, il devra saisir le tribunal administratif contre cette mise en demeure de démolir ou de régulariser. Et le juge administratif appréciera la légalité de la mise en demeure. Alors qu'avant cette loi, le maire devait simplement dresser le procès-verbal et l'adresser aux juridictions pénales pour éventuellement obtenir une sanction du juge pénal. Sachant que là, donc, on est sur cette mise en demeure. La mise en demeure, le délai de prescription, ce serait un délai de 10 ans à compter de l'infraction. Donc pendant 10 ans, le maire peut mettre en demeure de régulariser, y compris par voie de démolition. Actualité toujours jurisprudentielle et toujours sur le domaine de la démolition. Vous savez qu'il existe une action en démolition qui est prévue à l'article L480-13 du Code de l'urbanisme. Cette action en démolition, elle peut être mise en œuvre par n'importe quel intéressé administré
qui souhaite obtenir la démolition d'une construction qui aurait été réalisée après obtention d'un permis de construire, mais dont le permis de construire aurait été annulé par les juridictions administratives. C'est des cas assez rares, mais ça arrive. Donc, on a bien eu un permis de construire. Le permis a été annulé par les juridictions administratives et le voisin qui avait contesté le permis de construire poursuit dans ses démarches contentieuses et saisit les juridictions judiciaires d'une action en démolition sur le fondement de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme pour obtenir soit des dommages et intérêts, soit la démolition. Il faut savoir que la démolition aujourd'hui, c'est des cas n'est plus automatique, hein, ce sont des cas très particuliers, puisque pour obtenir la démolition d'un ouvrage qui a été réalisé conformément à un permis de construire, ce n'est plus possible que dans les zones qui font l'objet d'une protection particulière, et ces zones sont listées à l'article L480-13. C'est les plans de prévention des risques, abords monuments historiques, sites patrimonial remarquables. Ce sont toutes ces zones qui sont listées à l'article L480-13. Donc, dans un secteur classique, même si le permis est annulé, la démolition ne peut plus être requise. En revanche, si vous êtes dans ces secteurs protégés, vous pouvez toujours demander la démolition, à la condition, nous dit l'article L480-13, qu'il y ait une violation d'une règle ou d'une servitude d'urbanisme, et à la condition que le demandeur justifie d'un préjudice personnel en lien avec la violation de la règle. Donc, ça restreint considérablement les possibilités d'obtenir une démolition. Dans cette affaire-là qui a été jugée par la Cour de cassation, était en cause en fait un permis de démolir qui avait été, un permis de construire qui avait été annulé au motif que l'étude d'impact était insuffisante. Donc, on n'était pas sur la violation d'une règle de fond, mais on était sur la violation d'une règle de forme. Et la question a été posée de savoir si la règle violée est une règle de forme, est-ce que ça peut justifier une demande de démolition? Et la réponse de la Cour de cassation, c'est toute méconnaissance des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique ayant entraîné l'annulation du permis de construire peut fonder une action en démolition. Si le demandeur à l'action démontre un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation, y compris si l'annulation par le juge administratif n'est pas fondée sur la méconnaissance d'une règle de fond, mais sur la méconnaissance d'une règle formelle. Autrement dit, l'insuffisance d'une étude d'impact peut justifier d'obtenir du juge judiciaire la démolition d'une autorisation qui aurait été réalisée sans permis de construire parce que le permis de construire aurait été annulé. Dernière actualité jurisprudentielle qu'il est intéressant de relever pour vous, parce que c'est des questions qui reviennent souvent en cabinet, c'est cette connexion et cette dépendance entre le régime du permis de construire et le régime des établissements recevant du public. Vous savez que quand on a un bâtiment qui fait l'objet d'un permis de construire et que ce bâtiment va accueillir un établissement qui reçoit du public, le permis de construire vaudra autorisation au titre de la réglementation ERP. Ça nécessitera pour le pétitionnaire de joindre à son permis de construire les pièces PC39 et les pièces PC40, qui sont les pièces relatives au dossier ERP, à savoir règles d'accessibilité et de sécurité. Mais ce que l'on constate souvent dans les faits, c'est qu'au jour du dépôt du permis de construire, on sait que le rez-de-chaussée, par exemple, va accueillir un ERP, mais on ne connaît pas encore exactement l'exploitant, et l'aménagement intérieur du coup de l'ERP n'est pas connu. Or, le dossier ERP va notamment porter sur l'aménagement intérieur. Donc, le juge administratif et le législateur ont permis de déposer un permis de construire où l'on sait que l'on va avoir un ERP à l'intérieur, mais au jour de la demande de permis de construire et de l'obtention du permis, on ne connaît pas encore exactement comment va être aménagé le futur local ERP. On parle alors d'un dispositif coque vide.
Dans ce cadre-là, pour que le dispositif soit légal, le juge administratif est venu rappeler à plusieurs occasions que l'arrêté qui délivre le permis de construire doit rappeler que le pétitionnaire devra ultérieurement demander une autorisation ERP pour l'aménagement intérieur de son local. Donc, le permis de construire peut être demandé sans justifier de toutes les pièces PC39, PC40 à ce stade, mais à la condition de légalité, attention, que le permis comporte en prescription un rappel que l'aménagement intérieur nécessitera ultérieurement une autorisation ERP. Et vous devez voir apparaître en bas à droite de l'écran un exemple de rédaction. Si votre permis de construire Covid n'est pas rédigé ainsi, l'arrêté encourt l'annulation. Et donc cet arrêt du 13 janvier 2023 vient nous rappeler cette règle. Et par ailleurs, le Conseil d'État rappelle également que dans la mesure où l'aménagement intérieur n'est pas encore connu, la légalité le Conseil d'État rappelle que la légalité du permis de construire n'est du coup pas encore conditionnée à la légalité, à la délivrance de l'autorisation ERP. Donc on ne peut pas reprocher au permis de construire Covid de ne pas encore comporter l'aménagement intérieur du local ERP à ce stade. Voilà pour l'actualité jurisprudentielle des 3 derniers mois. Donc, vous le voyez, vous avez une actualité qui est riche. Faites attention, du coup, surtout, qu'est-ce qui va vous servir tous les jours? C'est dans vos demandes de pièces complémentaires. Vous ne pouvez plus, service instructeur, faire des demandes qui seraient jugées abusives, illégales par les juridictions administratives. Puisque si un pétitionnaire devait contester votre demande de pièces complémentaires, parce que c'est une décision qui se conteste dans un délai de 2 mois à compter de sa réception, si le juge administratif devait considérer que la demande de pièces complémentaires était illégale, le juge validerait le fait que 3 mois après le dépôt du permis de construire, une décision tacite de permis de construire est née. Annulation de la demande de pièces complémentaires vaudra donc délivrance d'un permis de construire tacite, donc soyez extrêmement vigilants. Autre point important de cette actualité des 3 derniers mois, c'est les espèces protégées. Donc, il ne faut demander une dérogation espèce protégée que si l'atteinte à l'espèce protégée est suffisamment caractérisée. Comment sait-on si l'atteinte est caractérisée? Ou comment fait-on pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'atteinte caractérisée? On met en œuvre des mesures d'évitement et de réduction en prenant attache notamment avec des bureaux d'études environnementaux qui vont nous aider à définir ces mesures d'évitement et de réduction pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact d'atteinte caractérisée aux espèces protégées. Gardez en tête les exemples de cette donnée dans l'affaire de la Cour administrative d'appel de Lyon, éolienne qui porte atteinte à des oiseaux et à des chauves-souris. Il a été jugé que l'atteinte n'était pas caractérisée parce que le maître d'ouvrage avait mis en œuvre des mesures d'évitement et de réduction pour faire en sorte que les chauves-souris et les oiseaux ne viennent plus percuter les éoliennes. Et enfin, autre jurisprudence importante, c'est le fait que le maire, aujourd'hui, quand il constate via un PV d'infraction qu'un de ses administrés a méconnu le droit d'urbanisme, soit en ne respectant pas un permis de construire, soit en n'en demandant pas, soit en violant le PLU, il peut, si la régularisation par le dépôt d'une autorisation d'urbanisme n'est pas possible, il peut demander via une mise en demeure à l'administré de bien vouloir démolir sous astreinte la construction litigieuse. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Vous allez pouvoir poser vos questions. J'en ai déjà certaines et je vais y répondre de suite. Pour ceux à qui je ne pourrais pas répondre ou qui ont des questions qui viennent par la suite, vous trouvez mes coordonnées sur Internet sans aucune difficulté. Cabinet Racine, Anthony Bichelon. Vous pouvez m'envoyer mail ou m'appeler directement pour me poser des questions. Merci, Maître Bichelon, pour votre intervention.
Donc, comme à tous les participants, vous pouvez vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions. Toujours de la même façon, hein, dans le petit module qui s'affiche sur votre écran. Et je vais redonner la parole maintenant à Maître Bichelon qui va répondre aux questions qu'il a déjà reçues lors de la conférence. Alors, j'ai Fabienne qui me demande pourquoi ce n'est pas possible en zone naturelle. Alors, je ne vois pas à quoi elle fait référence, si elle peut compléter sa question. Si la demande de pièces comprend à la fois des pièces obligatoires et des pièces non listées, la demande reste bien légale. Donc ça, c'est une question toujours Fabienne qui le demande. Oui, bien sûr, il faut que la demande de pièces complémentaires comporte au moins une pièce légale au sens où cette pièce est exigée par le Code de l'urbanisme. Après, vous pourrez parfaitement avoir un contentieux sur le fait que le pétitionnaire refuse de vous communiquer des pièces qu'il considère comme n'étant pas légales. Dans ce cas-là, s'il ne vous les communique pas, vous ne pourrez pas considérer que passer le délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de la demande de pièces complémentaires, une décision de rejet tacite est née. Encore une fois, une décision de refus de permis ne pourra naître que si le pétitionnaire ne vous a pas communiqué une pièce que vous demandiez, mais une pièce que le Code de l'urbanisme exige. Si vous vous amusez à demander des pièces qui ne sont pas listées par le Code de l'urbanisme, leur non-communication par le pétitionnaire ne fera pas naître une décision de rejet de la demande de permis de construire à l'expiration du délai de 3 mois. Donc, ça répond à votre question, effectivement, Fabienne. Vous ne pouvez effectivement pas vous prévaloir des pièces non listées par le Code de l'urbanisme pour faire des rejets tacites ou des refus de permis. Les refus de permis ne naîtront que si on ne vous a pas communiqué des pièces qui étaient demandées, qui sont prévues par le Code de l'urbanisme. En quoi la cristallisation serait bénéfique au bénéficiaire en cas de refus initial? La cristallisation lui est bénéfique si les règles antérieures lui offraient plus de droits à construire. Effectivement, si les règles ont évolué dans un sens meilleur pour le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, ça n'a pas grand intérêt pour lui, la cristallisation. Question de Nora. Un CUB tacite, certificat d'urbanisme opérationnel tacite, après les 2 mois d'instruction. Le CUB se transforme en simple CUA. Oui, alors c'est en simple CU informatif. La réponse est normalement oui. C'est que c'est le demandeur d'un certificat d'urbanisme pourra difficilement se prévaloir d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite. Alors après, ça pourra faire l'objet d'un contentieux éventuellement devant le juge administratif, mais normalement, l'intérêt d'un CU opérationnel, c'est que l'administration se prononce sur le caractère suffisant des réseaux et la faisabilité du projet. Mais faites attention, ça mériterait quand même, Nora, d'être vérifié, parce que là, en y réfléchissant, ça serait peut-être l'inverse. Ce serait si l'administration ne refuse pas un CU opérationnel, la conséquence, ce serait peut-être que l'administration ne pourrait pas refuser le permis de construire par la suite, ou alors qu'elle engagerait fortement sa responsabilité à l'égard du pétitionnaire. On pourrait, n'hésitez pas à me recontacter, Nora, pour qu'on en discute plus si vous le souhaitez. Question de Christophe. Un maire peut-il constater la caducité d'un PC et dresser un PV d'infraction pour ensuite enjoindre la démolition de l'édifice?
Alors oui, alors première des choses, c'est que la caducité, ça se constate. Et ça se constate par le maire via un arrêté. Donc pour prendre un arrêté constatant la caducité, il faut avoir mis quand même en place une procédure contradictoire avec le bénéficiaire du permis pour lui dire « Je constate que dans le délai de 3 ans, aucun travaux n'ont eu lieu » ou passé le délai de 3 ans, que les travaux ont été interrompus pendant plus d'1 mois. Vous mettez en œuvre la procédure contradictoire, vous entendez ce que le pétitionnaire, le bénéficiaire du permis a à vous dire, et s'il ne vous convainc pas, il faudra effectivement dresser un PV d'infraction, parce que si le permis est caduc, les travaux qui auraient été réalisés sur la base de ce permis de construire deviennent des travaux sans permis. Du coup, vous dressez votre PV d'infraction, et derrière, vous pouvez mettre en place une mise en demeure de bien vouloir enjoindre la démolition de l'édifice à la condition que la mise en demeure, que la régularisation ne puisse pas se faire via le dépôt d'un nouveau permis. J'espère du coup, Christophe, que j'aurai répondu à votre question. Toujours Fabienne, c'est quoi le préjudice personnel? Donc, l'action en démolition, elle ne peut être mise en œuvre que par une personne qui justifie d'un préjudice personnel. Donc, il faut que cette personne soit en mesure de démontrer devant le juge judiciaire à qui elle demande la démolition que, en raison de la règle de droit violée, elle subit un préjudice. Typiquement, vous avez à côté de chez vous un permis de construire qui a été délivré. Le PLU permettait une hauteur de 9 mètres et la construction à certains endroits atteint les 10 mètres. Vous avez contesté le permis de construire devant le juge administratif en disant violation de la règle de hauteur. Le juge administratif vous a donné raison, le permis de construire est annulé. Vous, en tant que voisin, vous allez bien subir un préjudice personnel. Pourquoi? Parce que la règle violée, c'est une règle de hauteur, et qu'effectivement, si votre voisin avait respecté la règle, le bâtiment aurait fait 9 mètres et pas 10. Donc, il y a bien un préjudice personnel parce que la règle de hauteur vous impacte. Si par exemple la règle violée était la couleur des tuiles, il y a de fortes chances qu'on considère que vous n'ayez pas de préjudice personnel, parce qu'entre une tuile marron ou une tuile rouge, il y a peut-être une violation des règles d'urbanisme, mais cette violation n'entraîne pas pour vous un préjudice personnel, sauf à ce que la couleur soit criarde et qu'elle pose un souci esthétique sur tout le quartier. Autre question de Karine, les sanctions pour les demandes de pièces complémentaires sont-elles aussi valables pour les demandes faites dans le cadre de dossiers d'AEC? Ce serait à vérifier, mais je pense que le régime est effectivement transposable. Mais pareil, vous pouvez, il me faudrait un peu plus de temps pour réfléchir, il faudrait que je regarde l'article, mais vous pouvez parfaitement m'appeler, je fais pas mal d'urbanisme commercial, pour en discuter, m'appeler ou me faire un mail. Question d'Agnès, peut-on avoir des informations sur la procédure de mise en demeure de réhabiliter un bien en zone d'activité économique? Oui, c'est un décret ZAN, un décret d'application sur la loi climat. Suite à la loi climat et résilience, vous avez un nouveau pouvoir de police qui a été donné au maire, c'est un pouvoir de pouvoir mettre en demeure les exploitants de zones d'activité économique de bien vouloir réhabiliter leur zone d'activité économique. En revanche, pour pouvoir le faire, il faut que les zones d'activité économique se situent dans certains endroits, notamment les opérations de revitalisation du territoire et ce qu'on appelle les GOU. G-O-U. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai oublié. En tout cas, ce n'est pas toutes les zones d'activité économique qui pourront faire l'objet de mise en demeure pour réhabilitation, mais ça fait partie des nouveaux pouvoirs police qui ont été donnés au maire. Maxime, diagnostic faune et flore obligatoire. Là, la question est un peu piège parce que dans la théorie du droit, toute personne qui intervient et qui construit devrait,
s'assurer de l'absence d'espèces protégées sur le site où il va réaliser sa construction. Et pour s'assurer qu'il n'y ait aucune espèce protégée, tout le monde devrait faire un diagnostic faune flore sur une année. Parce que les espèces protégées qu'on trouve en juin ne sont pas les espèces protégées qu'on trouve en novembre sur un même terrain. Donc, ce n'est pas obligatoire, la loi ne nous dit pas que c'est obligatoire, mais ce serait une précaution à prendre, parce que si vous ne la prenez pas, vous ne pouvez pas savoir s'il y a une espèce protégée sur votre site, et vous connaissez l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous ne pourrez pas dire au juge, je ne savais pas qu'il y avait une espèce protégée. Le juge vous répondra, oui, ben, vous auriez dû vous assurer qu'il n'y en avait pas via un diagnostic faune flore. Donc, pour les petits projets, non, je ne peux même pas vous dire que vous ne devriez pas le faire. En tant que conseil, vous devez faire un diagnostic faune flore pour bien vous assurer qu'il n'y en a pas. Question de Anne-Gaëlle. Pourquoi l'action du maire en démolition se prescrit par 10 ans si c'est un délit? Parce que ce sont deux actions bien distinctes. Il y a l'action pénale. Tout délit, toute infraction au droit d'urbanisme est un délit qui se prescrit par 6 ans. Donc un délit pénal est sanctionné par un juge pénal, le tribunal correctionnel. Et donc, devant le tribunal correctionnel, l'infraction se prescrit par 10 ans. Donc, par 6 ans, pardon. Donc, au-delà de ce délai de 6 ans, on ne pourra plus vous reprocher votre infraction. En revanche, l'action du maire, les pouvoirs que détient le maire, les pouvoirs de sanction que détient le maire, le code nous dit que ça se prescrit dans un délai de 10 ans. Donc, effectivement, c'est deux actions différentes. Chaque législation a ses délais de prescription. Il faut faire avec ces délais. Pourquoi c'est 10 ans, pourquoi 6 ans? Parce que c'est la loi qui le prévoit. Question de Natacha, comment faire exécuter une mise en demeure de démolir? Très bonne question. Comment la faire exécuter? Après, il faudra aller effectivement, vous allez avoir, vous aurez le sanction, donc il y aura l'astreinte. Vous aurez, en fait, votre mise en demeure de démolir va pouvoir s'accompagner d'une astreinte par jour de retard. Et l'astreinte, si vous ne pourrez pas aller sur place et faire intervenir une pelleteuse pour démolir la construction, en revanche, vous aurez la possibilité de faire courir l'astreinte et d'aller prélever sur le compte en banque direct de l'administré les sommes qu'il vous doit en raison de l'astreinte. Donc, c'est plus comment on fait exécuter, c'est une pression financière. En revanche, vous ne pourrez pas vous introduire chez la personne pour démolir. Est-ce que le décret concernant la végétalisation s'applique également en périmètre ABF? Oui, ça s'applique en périmètre ABF. En revanche, je pense que l'ABF est en droit de s'opposer à un dispositif de végétalisation s'il considère que ce dispositif porte atteinte au monument historique dans le périmètre duquel il se situe. C'est le fameux principe d'indépendance des législations. Ce qui vous est permis au niveau du droit de l'urbanisme peut ne pas vous être autorisé au regard d'une autre réglementation, et l'ABF, c'est le code du patrimoine. Donc, vous devrez respecter le code du patrimoine et l'avis de l'ABF. Question de Jonathan. A priori, le théâtre Rouen, en janvier 2023, aurait rendu un jugement annulant une charte promoteur pour incompétence d'une commune. Oui, alors, il faut faire attention à ces collectivités qui adoptent à la va-vite des documents d'urbanisme bis qui sont établis sans aucune procédure de concertation. Ces documents ne valent rien. Donc, les chartes promoteurs, et je suis bien content d'un simple point de vue juridique que ce soit sanctionné, une collectivité impose les règles d'urbanisme via des documents d'urbanisme, elle n'a aucun droit de vous imposer des règles sorties du chapeau dans des documents qu'on appelle charte promoteur ou cadrage urbain préalable. Il y a tout type de noms. Tout est bon pour les collectivités, parfois pour contourner les règles. Et je rappelle du coup aux collectivités qui nous écoutent qu'ils ont un devoir d'exemplarité et que le premier exemple qu'on peut donner à ces administrés, c'est de respecter le droit. Et concernant les règles d'urbanisme se situent dans des documents d'urbanisme et pas dans des documents annexes sortis d'on ne sait où.
Donc, les chartes promoteurs, bravo au Théâtre Rouen, les chartes promoteurs ne valent juridiquement rien. Pouvez-vous remettre à l'écran la slide sur la toiture végétalisée? Demande de Cécile. Alors là, ça va être dur de revenir en arrière. En plus, le délai est déjà, on arrive aux 1 heure, donc je vais répondre encore à 1 ou 2 questions et je répondrai à ceux à qui je n'ai pas eu le temps de répondre. Je vous répondrai par mail. Vous allez rentrer vos informations. Je vous ferai un petit mail pour vous répondre à vos questions. N'hésitez pas, vous de votre côté, à m'en envoyer ou à m'appeler. Pour les PC URP, il me semblait que ces pièces étaient exigibles, même si l'aménagement intérieur n'était pas connu. Non, si effectivement vous ne savez pas vous ne connaissez pas l'aménagement intérieur au stade du permis de construire, vous n'avez pas à joindre les plans intérieurs du bâtiment, du local. En revanche, vous devez informer dans le cadre de votre permis que c'est un permis coque vide, et le maire ne vous délivrera légalement le permis que s'il met une prescription informant expressément le futur exploitant du local qu'une autorisation ERP sera nécessaire pour exploiter le local. Voilà, je répondrai donc on arrive à 15h30, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je répondrai à Frédéric, Fabienne, Rémi et Nora pour les autres questions. Je vous répondrai par mail. Et n'hésitez pas à me contacter directement, soit en me rajoutant sur LinkedIn, soit en trouvant mes coordonnées, soit en laissant sur le chat d'autres questions auxquelles je répondrai bien volontiers. Je redonne la main du coup aux animateurs du moniteur. Je vous remercie pour votre présence et on se retrouve dans 3 mois pour l'actualité trimestrielle du mois de, je crois que ce sera en avril-mai, par là. Merci beaucoup. Merci, Maître Bichelon, au nom de toute l'équipe du Moniteur Juris, et merci à tous pour votre participation. Et je vous invite d'ores et déjà à noter la date de notre prochain rendez-vous expert, toujours animé par Maître Bichelon, qui se tiendra le 11 mai. Merci à tous et bon après-midi.